Souvent, dans les affaires criminelles, il peut être difficile pour l'accusation de prouver qu'un crime a eu lieu lorsqu'il n'y a pas de corps. Sans ce type de preuve, la défense peut facilement soutenir qu'il y a largement de quoi douter. Peut-être que la victime a simplement disparu de son propre gré. En conséquence, historiquement, il a été extrêmement difficile d'obtenir une condamnation dans une affaire de meurtre sans corps. Cependant, avec les avancées de la technologie médico-légale, nous voyons de plus en plus de cas où cela est possible. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner 2 meurtriers condamnés dans des affaires sans corps. Kinande Bennett. Le 29 septembre 2002, Vartasha McCullough a signalé au personnel de Kmart que sa fille de 4 ans, Kinande Bennett, avait disparu. Selon McCullough, elle s'était rendue au magasin Kmart de Whiteville, en Caroline du Nord, vers 17h, moment où la fillette a disparu. Au départ, McCullough a affirmé que Kinande avait disparu d'une allée du magasin, mais elle a ensuite déclaré qu'elle était entrée dans le Kmart en pensant que la fillette de 4 ans la suivait, puis s'est retournée pour constater qu'elle n'était plus là. McCullough et sa fille vivaient à Conway, en Caroline du Sud, mais étaient en voyage pour rendre visite à l'oncle de Kinande à Whiteville. Bien que le personnel ait appelé les services d'urgence, ils ont remarqué que McCullough ne voulait pas qu'ils le fassent. Les forces de l'ordre local ont immédiatement commencé à fouiller le magasin Kmart et les environs, mais elles ont commencé à avoir des soupçons lorsqu'elles n'ont trouvé aucun témoin ayant vu McCullough avec Kinande. Bien qu'il y ait eu des caméras de vidéosurveillance dans le magasin, il n'y avait aucune trace de la fillette de 4 ans sur les enregistrements. En fait, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve que la jeune fille était même arrivée dans l'état. Personne, à part ses parents, McCullough et Eddie Bennett Jr., qui se faisait appeler Kevin, ne l'avait vue dans les 2 jours précédant sa disparition. Les autorités ont fouillé la voiture du couple, mais il n'y avait pas de siège enfant à l'intérieur et aucun autre signe qu'un jeune enfant avait été présent, à l'exception d'une seule petite voiture jouet de la marque Matchbox qu'ils ont trouvée coincée sous un siège. Alors que les forces de l'ordre commençaient à douter de plus en plus de l'histoire de McCullough, d'autres témoins de la ville natale du couple se sont manifestés, affirmant avoir vu Kinande avec des ecchymoses à l'épaule et au visage quelques jours seulement avant sa disparition. Interrogée, la fillette de 4 ans a dit « C'est ma maman qui a fait ça ». Alors qu'un témoin a effectivement confronté la mère de Kinande, McCullough lui a dit « Je vais lui botter les fesses pour t'avoir raconté ça ». Un second témoin a également observé des coupures et des marques sur le corps de l'enfant, apparemment causées par une lanière. Et les grands-parents de Kinande étaient devenus tellement inquiets pour son bien-être que, le 29 septembre, le jour même de sa disparition, ils ont déclaré à la police de Conway qu'ils soupçonnaient que la fillette de 4 ans était victime de maltraitance. Ils n'avaient pas vu Kinande depuis 1 semaine et, avant de contacter la police, ils sont allés confronter leur fille avec leurs soupçons. Mais alors qu'ils entendaient quelqu'un bouger à l'intérieur de son appartement, personne n'a répondu à la porte. Les enquêteurs ont remarqué que les 2 parents de Kinande semblaient indifférents à son cas et n'ont jamais demandé de nouvelles après la première semaine de l'enquête. McCullough a échoué à un test au détecteur de mensonges sur la disparition de sa fille, tandis que Kevin Bennett, le père de Kinande, a refusé d'en passer un. Du sang et de la salive ont été prélevés chez les 2. Selon les autorités, les 2 n'ont pas coopéré et leurs récits présentaient des incohérences. En apprenant son échec au test du détecteur de mensonges, McCullough aurait pleuré. Un officier lui a dit « Nous savons tous les 2 que quoi qu'il soit arrivé à cet enfant, cela ne s'est pas passé en Caroline du Nord. C'est arrivé dans cet appartement, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, la mère de Kinande aurait hoché la tête. Mais, quand on lui a demandé de montrer où était le corps, elle a répondu qu'elle ne pouvait pas. Après avoir retrouvé son calme, McCullough est revenu sur son aveu précédent et a maintenu qu'elle avait perdu sa fille alors qu'elle se trouvait au magasin Kmart. Lorsque la police a fouillé la maison de la famille à Conway, les choses ont empiré. Les enquêteurs ont remarqué que la maison avait été désinfectée à l'eau de Javel, l'odeur flottant encore dans l'air. 3 bouteilles de ce produit, une serpillière humide et plusieurs serviettes étaient bien en vue.
McCulloch a affirmé qu'elle nettoyait l'appartement en prévision d'une inspection prochaine des services du logement, mais les agents pensaient qu'elle essayait de nettoyer une scène de crime. Les enquêteurs ont découvert des traces de transfert, c'est-à-dire des taches laissées lorsque des éclaboussures de liquide sont essuyées, qui correspondaient à l'ADN de Keenan. Les autorités ont déclaré que la scène laissait supposer qu'une agression physique avait eu lieu. De plus, les jouets et les vêtements de Keenan avaient été jetés, comme si ses parents ne croyaient pas qu'elle reviendrait à la maison, et McCulloch ainsi que Bennett utilisaient le passé lorsqu'ils parlaient de leur fille disparue. En février 2003, les parents de Keenan ont été arrêtés et inculpés d'homicide par maltraitance d'enfants dans le cadre de l'affaire concernant leur fille. Les enquêteurs ont affirmé que les preuves ADN trouvées dans l'appartement prouvaient que la fillette de 4 ans était morte à Conway et n'avait même jamais mis les pieds en Caroline du Sud. Cela, combiné aux nombreux témoignages concernant les mauvais traitements infligés à Keenan, a conduit à l'inculpation du couple. À la même période, les parents ont accusé la police de racisme, jugeant ces recherches pour retrouver leur fille insuffisantes. 2 ans plus tard, en octobre 2005, les charges retenues contre Bennett ont été abandonnées faute de preuves suffisantes. Cependant, McCulloch a été inculpé de plusieurs autres crimes, notamment de négligence envers un enfant et d'avoir infligé des blessures graves à un enfant. Tout au long de son procès, McCulloch a maintenu son innocence. L'accusation a avancé la théorie que la mort de Keenan était involontaire et que sa mère avait paniqué et tenté de dissimuler le crime. Cependant, l'avocat de la défense de la mère a déclaré que McCulloch avait toujours affirmé qu'elle n'était pas coupable et que l'État n'avait aucune preuve du contraire. Malgré cela, le jury a délibéré pendant seulement 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité. McCulloch a été reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à 20 ans de prison. Selon les rapports, elle a éclaté en sanglots et s'est agrippée à une Bible en entendant ce verdict, et sa famille semblait visiblement bouleversée par la nouvelle. Le père de McCulloch, celui qui avait signalé les abus subis par sa petite fille à la police, croit que sa fille est innocente. Au fil des années, McCulloch n'a jamais dit aux enquêteurs ce qui s'était passé ni où se trouvait le corps de Keenan. Elle est décrite comme une jeune fille intelligente et bien élevée, sachant lire des mots simples et compter jusqu'à 30. Elle adorait Bob l'éponge. Les enquêteurs pensent que son père est impliqué dans sa disparition et ont déclaré que si de nouvelles preuves apparaissent, ils engageront des poursuites contre lui. Natasha McCulloch doit être libérée de prison en 2023. L'affaire de Keenan a été la première fois dans l'histoire de la Caroline du Sud qu'une affaire de meurtre d'enfant a été jugée sans qu'on ait retrouvé le corps. Tora Chamberlain. Tora Afton. Chamberlain a été vue pour la dernière fois devant le lycée Campbell à Campbell, en Californie, après avoir terminé ses cours l'après-midi du 2 novembre 1945. La jeune fille de 14 ans prévoyait d'assister à un match de football plus tard dans la journée, mais en quittant l'établissement, elle a été arrêtée sur Winchester Road par un homme dans un véhicule. Des camarades de classe ont vu l'adolescente, vêtue d'un manteau, d'un pull bleu, d'un chemisier blanc et d'une jupe rouge, parler avec l'homme qui ressemblait à un militaire car il portait un uniforme de la marine. L'homme lui demandait de garder les enfants de sa sœur pour l'après-midi car ils avaient besoin de quelqu'un à la dernière minute. Tora, ne se doutant pas du danger de monter dans la voiture d'un inconnu, est montée dans la voiture de l'homme. On ne l'a plus jamais revue et on n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Les autorités ont rapidement trouvé leur principal suspect. Thomas Henry McMonigle, âgé de 31 ans, un criminel endurci, a commencé à revendiquer la responsabilité du meurtre de Tora. Au début, la police était sceptique car il a donné plusieurs versions différentes du crime. Qu'il l'avait poignardée, qu'il lui avait tiré dessus, qu'il l'avait étranglée ou qu'elle était tombée de sa voiture, morte accidentellement ou même qu'il ne l'avait pas tuée du tout. Le casier judiciaire de McMonigle comprenait des accusations d'agression, de vagabondage et de tentative de viol. Il avait déjà attaqué une autre jeune fille auparavant, ce qui a poussé les enquêteurs à s'intéresser à lui comme suspect potentiel. Il paraît que la famille de cette jeune fille avait refusé de porter plainte. Après être devenu le principal suspect dans la disparition de Tora Chamberlain, McMonigle s'est enfui chez son père dans l'Illinois. Le 6 décembre, il est retourné en Californie, prenant un bus pour San Francisco.
Il a tenté de se suicider dans le bus en prenant une overdose de somnifères, mais il s'est rapidement rétabli après avoir été soigné à l'hôpital. Immédiatement après sa sortie, il a été arrêté par le FBI. Plusieurs camarades de classe de Torah l'ont identifié comme l'homme dans la voiture qui lui parlait. À un moment donné, il a affirmé qu'il lui avait simplement demandé son chemin et qu'ils avaient roulé ensemble pour qu'elle puisse lui montrer où il voulait aller. Il a dit qu'il était ensuite devenu somnolent et s'était arrêté pour dormir et qu'à son réveil, Torah avait disparu. On a rapidement découvert que McMonigle n'était pas un ancien militaire, mais qu'il avait en réalité volé un coffre à un soldat, coffre qui contenait des vêtements de la marine et des médailles militaires qu'on l'avait vu porter le jour où Torah a disparu. Le coffre a été retrouvé dans le garage de son domicile. Finalement, l'homme de 31 ans a déclaré aux autorités qu'il avait tiré accidentellement sur l'adolescente alors qu'elle se trouvait dans la voiture et qu'elle avait saigné sur la sellerie. Il a ensuite arraché le tissu et l'a enterré. Le FBI a récupéré ces preuves matérielles à l'endroit où elles avaient été enterrées dans un fossé de drainage près du lieu de travail de McMonigle et a constaté que, comme il l'avait dit, elles étaient tachées de sang humain. Un trou de balle a également été découvert dans la portière de sa voiture, ce qui correspondait aussi à sa déclaration. La balle a été retrouvée enterrée dans son jardin par le FBI et ils ont confirmé qu'elle avait été tirée avec son revolver Colt de calibre 32. Tout comme ses déclarations contradictoires concernant ce qui est arrivé à Torah, McMonigle a donné différentes versions sur ce qu'il est advenu de son corps par la suite. Dans une version, il a dit qu'il l'avait jeté du haut d'une falaise abrupte de 350 pieds connue sous le nom de Devil's Slide qui surplombait Half Moon Bay sur la côte. Cette version est la plus largement admise. Des plongeurs ont tenté de retrouver le corps, mais en vain. Cependant, un journaliste en 1945 a noté qu'il était possible que la force de l'eau ait brisé le corps de Torah. Cependant, les personnes qui ont fouillé la falaise ont retrouvé 2 paires de chaussettes, une bleue et une rouge, qui correspondaient aux vêtements que portait la jeune fille de 14 ans le jour de sa disparition. Les chaussettes ont été retrouvées dans 2 crevasses différentes à mi-hauteur de la falaise et les parents de l'adolescente les ont identifiées. Comme McMonigle travaillait sur un chantier lors de la disparition de Torah, les autorités ont soupçonné qu'il s'en était servi pour se débarrasser du corps. Et, en effet, ils ont découvert qu'il avait demandé la permission à son patron de remplir un fossé voisin avec de la terre et des blocs de béton. Sous les décombres, les enquêteurs ont trouvé les chaussures de Torah, ses livres d'école, des papiers, un classeur et sa cloche de vache. McMonigle a ensuite déclaré aux autorités que ses vêtements étaient enterrés dans son jardin, mais une fouille n'a révélé aucune autre preuve concernant la disparition de la jeune fille de 14 ans. Finalement, bien que le corps de Torah n'ait jamais été retrouvé, McMonigle a été inculpé de son meurtre. Les procureurs pensent qu'il l'a tuée après qu'elle ait repoussé ses avances, puis jeté son corps de la falaise où la mer l'aurait emporté. Le jury a délibéré pendant seulement 38 minutes avant de rendre un verdict de culpabilité et il a été condamné à mort. Bien que l'homme de 31 ans ait affirmé avoir tué 11 personnes, les forces de l'ordre n'ont pas engagé d'autres poursuites puisqu'il allait de toute façon être exécuté. En février 1948, McMonigle a été exécuté dans une chambre à gaz. Juste avant de mourir, il a rétracté toutes ses déclarations précédentes et a affirmé qu'il était innocent et n'était pas impliqué dans la disparition de Torah. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour avoir la chance que votre ville natale soit présentée dans un prochain épisode de Cold Case Detective. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous retrouve la prochaine fois.